Bonjour, je suis le docteur Thomas Bory, je suis anesthésiste réanimateur dans le service d'anesthésie et médecine périopératoire à l'hôpital Tenon. Et aujourd'hui, on va parler de trachéotomie en réanimation. Donc la trachéotomie, c'est une ouverture de la trachée cervicale qui va permettre la mise en place d'une canule pour en fait court-circuiter et shunter complètement les voies aériennes supérieures. On va pouvoir faire de la ventilation spontanée ou de la ventilation mécanique sur cette canule. Donc quand on voit un petit peu l'anatomie, vous avez les voies aériennes supérieures et puis en postérieur vous avez le début du tractus digestif avec l'œsophage et donc en antérieur les voies aériennes, le larynx, globalement qui est en vert un peu sur le schéma, et puis le début de la trachée en jaune, et donc on va directement au niveau cervical aborder la trachée. Il ne faut pas confondre trachéotomie et trachéostomie, hein. La trachéotomie, donc on fait un abord cervical et on va mettre la petite canule dans la trachée. La trachéostomie, c'est directement la trachée qu'on met à la peau. Et c'est le plus souvent, enfin la majeure partie des cas, c'est quand même des gestes qui sont assez définitifs. Quand on a des tumeurs ORL, par exemple, une tumeur du larynx, on enlève complètement le larynx et puis on met la trachée à la peau. Donc quand on a un trachéostome, c'est impossible par exemple de faire une fausse route et d'avaler de travers, puisqu'en fait le tractus digestif et les voies aériennes sont complètement séparés. Alors que la trachéotomie, c'est comme on a vu sur la diapo d'avant, juste un abord cervical qui va permettre d'aborder la trachée. Donc la trachéotomie, c'est pas un geste qui est fait dans beaucoup de, enfin, en tout cas souvent dans les réanimations, puisqu'en 2005 il y avait une enquête sur les pratiques en réa, et puis ils avaient retrouvé une moyenne de, une médiane pardon, de 7,2% de patients trachéotomisés en réanimation, s'ils avaient évalué 152 réa en France. Les avantages de la trachéotomie, c'est comme on shunte complètement les voies aériennes supérieures et le carrefour ORL, on va réduire évidemment les lésions pharyngo-laryngées au long terme. Moins de risque de sinusite aussi, hein, avec souvent les patients qui sont intubés en nasotrachéal avec des sondes d'intubation qui restent plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans les fosses nasales, ça peut donner des sinusites. Réduit les besoins en sédation puisque ça améliore le confort du patient et il tolère beaucoup mieux la ventilation sur une trachéotomie. C'est plus facile de faire des soins infirmiers par une trachéotomie, notamment les soins de bouche quand on a un patient qui est intubé. Avec la trachéotomie n'empêche pas le maintien d'une déglutition et le fait de pouvoir manger de façon par la voie orale. Et puis on peut fermer la glotte, il est possible de parler avec une trachéotomie. Et puis ça va faciliter le sevrage ventilatoire. C'est généralement la grande indication en réanimation de la pose de trachéotomie. Et puis de façon théorique, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est plus facile de remettre une canule de trachéotomie en place, surtout si ça fait un moment qu'elle est là, que de réintuber un patient en cas de décanulation. Les inconvénients, c'est comme tout ce qu'on fait en médecine, c'est pas dénué d'effets secondaires, et puis y avoir des complications, notamment des petites hémorragies au niveau péri-orificiel, et puis des conflits trachéoprothétiques, avec une trachéotomie qui n'est pas spécialement bien positionnée dans la trachée, et qui bute un petit peu contre la paroi, ça peut entraîner des difficultés ventilatoires pour le patient. Et puis des infections, pneumomédiastin, pneumothorax, des infections plutôt, plutôt au niveau de la pause, et puis l'infection pour les jours qui suivent de la pause si les soins sont mal réalisés. Puis il peut y avoir des inconvénients, des complications plus graves, comme lors de la pause des lésions vasculaires assez graves, puisque dans cette zone région anatomique, il passe des gros troncs artériels et veineux. Et puis si on perfore le mur postérieur de la trachée, ça peut avoir des conséquences aussi assez catastrophiques, faire des fistules trachéales, voire avec l'œsophage aussi. Et puis un petit peu à distance, pour des patients qui gardent leur trachéotomie en place longtemps, il peut y avoir, comme le montre sur le scanner en coupe sagittale, là, des sténoses trachéales. Alors du coup, le conflit trachéoprothétique, on en a dit deux mots juste avant, c'est la malposition de la canule de trachéotomie dans la trachée. Donc comme je vous ai dit, ça peut se manifester par des difficultés ventilatoires avec des pressions d'insufflation qui sont élevées, ou du coup un patient qui ne prend pas exactement les volumes qu'on lui demande, et faire de l'hypoventilation alvéolaire. C'est quand l'extrémité distale de la canule est pas dans l'axe trachéal et que ça bute contre la paroi de la trachée, que ce soit au niveau du mur antérieur ou postérieur, ou même de temps en temps sur les parois latérales. Donc ça mérite un petit bilan endoscopique, hein, c'est facile, on fait une fibroscopie bronchique, on repositionne correctement la canule, s'il y a besoin de changer la canule pour une canule plus adaptée, une canule plus longue, une canule plus large, qui tiendra mieux en place, on le fait, il n'y a pas de souci.
Alors avant 2017, la trachéotomie en réanimation, ça a toujours été un grand débat. L'indication la plus fréquente, c'était le sevrage ventilatoire, l'échec d'extubation et la ventilation mécanique prolongée. Mais il y avait débat puisqu'en fait il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que la définition d'un échec d'extubation. Est-ce que on dit qu'il y a un échec d'extubation au bout de 1, 2, 3, 4, 5 essais, ni de définition exacte de ce que c'est une ventilation mécanique prolongée. Est-ce que c'est une ventilation mécanique prolongée, c'est 3 jours de ventilation, 7 jours, 10 jours de ventilation? Il n'y a pas de définition claire. Donc pour le coup, il n'y avait pas du coup de définition claire de quand est-ce qu'il faut trachéotomiser les patients. Et puis quand on demandait au docteur de prédire l'échec, est-ce que tel patient va être ventilé longtemps, combien de temps il va avoir de jours de ventilation, et ben en fait le docteur dans la majorité des cas il se trompe et donc la prédiction de l'échec c'est une science inexacte. Et puis le dernier point, c'est que le sevrage respiratoire, c'est pas juste dû au fait que je suis intubé par la bouche ou que j'ai une trachéotomie. Le sevrage ventilatoire, c'est ce qu'on appelle, c'est un bundle de soins. Ça prend en charge, ça prend en compte plusieurs facteurs. La balance hydrosodée, hein, c'est sûr que c'est toujours plus difficile de sevrer un patient plein d'œdème. Les facteurs de nutrition aussi, le patient dénutri, c'est toujours plus compliqué. La sédation, le traitement des infections, notamment des PAVM, etc., etc. Donc pas de définition très claire pour l'ensemble de ces sujets, et donc la trachéotomie assez discutée. Du coup, il y avait des pratiques assez hétérogènes en fonction des réanimations et puis en fonction des habitudes locales. C'était beaucoup des habitudes de service. Selon les séries, la fréquence des trachéotomies en réanimation, c'était 5 à 54% des patients. Les indications variaient en fonction des services. Et puis le moment de la réalisation de la trachéotomie aussi était assez discuté. Est-ce qu'il faut trachéotomiser de façon précoce ou plus tardive les patients? Et puis après, il y a aussi l'autre débat, c'est le lieu et comment on fait cette trachéotomie. Est-ce qu'elle doit être faite au lit du patient en réanimation ou est-ce qu'il faut une prise en charge chirurgicale par des chirurgiens ORL par exemple? Et donc heureusement, en 2017, la SRLF et la SFAR se sont mises d'accord pour faire des recommandations formalisées d'experts sur la trachéotomie en réanimation. Donc les experts nous disent que la trachéotomie peut être proposée en cas de sevrage ventilatoire prolongé et de pathologie neuromusculaire acquise et potentiellement réversible. Type neuromyopathie de réanimation, c'est les patients qui ont des séjours un petit peu prolongés, les syndromes de Guillain-Barré, des myasthénies et autres atteintes neurologiques du même genre. Pour le syndrome de Guillain-Barré, ça avait été un petit peu plus précis, c'est-à-dire que la trachéotomie était envisagée en cas de sevrage de la ventilation mécanique difficile et non effectif après l'immunothérapie. Mais en tout cas, aucune étude ne montre une amélioration de la survie après une trachéotomie. Je rappelle que l'avis d'experts, c'est un degré de preuve assez faible dans la littérature. Ça veut dire que justement, il n'y a pas beaucoup de preuves dans la littérature et que les experts se sont mis d'accord sans vraiment de preuves scientifiques fortes. Là où on a des preuves solides dans la littérature, c'est qu'il ne faut pas réaliser de trachéotomie en réanimation avant le 4e jour de ventilation mécanique. Ça, c'est un accord fort et on a des preuves solides dans la littérature qu'une trachéotomie précoce, ça ne réduit pas la mortalité en réanimation, ça ne diminue pas le taux de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, ça ne diminue pas la durée de ventilation mécanique et ça ne diminue pas la durée de séjour en réanimation. Il faut bien différencier les trachéotomies précoces dans le sevrage respiratoire, des trachéotomies qui sont réalisées en urgence pour des patients brûlés par exemple au niveau cervical ou facial et qui ont des traumatismes cervico-faciales, où là la trachéotomie est indiquée en urgence dans le sauvetage des voies aériennes. Les experts se sont mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas faire de trachéotomie, que ce soit percutanée ou chirurgicale, en réanimation dans les situations où la trachéotomie est à haut risque de complications. C'est-à-dire que la trachéotomie, on va la faire à un moment où le patient est à un état plutôt stable. C'est pas au moment où il fait son choc septique que c'est le moment d'aller lui faire une trachéotomie. Donc les cas d'instabilité hémodynamique, d'hypertension intracrânienne, de troubles de l'hémostase qui peuvent faire saigner, les moments où on est en hypoxémie sévère, les patients en SDRA, ça peut être très compliqué d'aller faire une trachéotomie. Et puis tout simplement refus du patient ou de la famille du patient si le patient est incapable de s'exprimer. Donc il y a deux techniques pour réaliser une trachéotomie. La technique percutanée, qui se réalise le plus souvent au lit du patient dans le service de réanimation par le réanimateur, et puis la technique chirurgicale,
réalisée au bloc opératoire par le chirurgien, ORL le plus souvent. Donc la trachéotomie percutanée qui se fait au lit du patient, c'est rapide, c'est une dizaine de minutes quand c'est bien fait. Ça permet de ne pas mobiliser le patient, et puis c'est assez propre et ça fait moins de complications infectieuses qu'une trachéotomie chirurgicale qui est un petit peu plus invasive. Donc ça se réalise au niveau cervical, d'accord, au niveau des anneaux trachéaux, sous le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, et puis on utilise un set percutané pour l'insertion sous-cricoïdienne, du coup, sous contrôle fibroscopique, c'est-à-dire qu'il faut être deux opérateurs, un qui est de façon positionné latéralement au patient qui fait la trachéotomie percutanée, et un opérateur à la tête qui fait la fibroscopie trachéale et bronchique, qui contrôle le bon positionnement de l'aiguille, de la ponction, de la mise en place du cathéter et de la mise en place de la trachéotomie. Les contre-indications de la mise en place d'une trachéotomie percutanée, c'est globalement les patients qui ont des grosses thyroïdes, des goitres thyroïdiens, où la thyroïde va gêner la réalisation de la ponction. Quand le cartilage cricoïde n'est non palpable, quand on peut pas, c'est impossible de prendre ses repères, ça devient difficile de réaliser la technique. On verra qu'on peut faire du repérage échographique tout à l'heure. Et chez les patients qui ont un cou court, où il est difficile d'aborder la trachée. Dans ces cas-là, c'est quand même mieux de me demander à un chirurgien d'aborder la trachée au niveau cervical, et c'est plus sûr. La mise en place d'une canule de trachéotomie en urgence, c'est contre-indication relative. Si vous n'avez pas le choix et qu'il faut trachéotomiser votre patient en urgence et que vous avez qu'un kit de trachéotomie percutanée, et ben, vous faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Donc le fibroscopiste qui est à la tête du patient, il a un rôle assez déterminant dans la pose de cette trachéotomie. Ça va permettre d'un contrôle visuel de tous les gestes réalisés au niveau de la trachée. Et ça va permettre d'éviter de ponctionner le mur postérieur de la trachée, puisque derrière la trachée il y a l'œsophage, il peut y avoir des complications assez importantes en cas de fistule œsotrachéale. Ça va permettre de vérifier le bon positionnement de la canule et du point de ponction antérieur. De ne pas avoir un point de ponction trop latéral qui ferait qu'on aurait une canule mal placée et qui serait à risque de conflit. Voilà. Donc on contrôle à chaque étape, et puis après le geste, ça peut saigner un petit peu à l'insertion de la canule, donc ça permet aussi avec la fibroscopie de faire une petite toilette bronchique. Donc en pratique, la trachéotomie percutanée, donc au lit du malade, vous avez les kits tout prêts avec, il y a tout dedans. Donc il y a des dilatateurs successifs, le kit de trachéotomie, un petit scalpel, de quoi ponctionner. Et là il manque la canule de trachéotomie définitive et puis le petit guide. Puisque vous allez voir, on fait ce qu'on appelle une technique de Seldinger avec une ponction, la mise en place d'un cathéter et puis dilatation sur le guide. Donc le patient, il est installé en décubitus dorsal avec un petit billot sous les épaules pour placer la tête et le cou en hyperextension pour bien s'exposer la région cervicale, bras positionnés le long du corps, idéalement patient sous sédation et bien curarisé pour être sûr qu'il ne bouge pas, avec du coup, comme je vous disais tout à l'heure, un opérateur sur le côté qui va réaliser la trachéotomie et puis un opérateur à la tête qui fait la fibroscopie pour contrôler chaque temps opératoire. Donc on commence par la ponction, donc on peut s'aider d'une petite seringue remplie à moitié de sérum Phi, on va aller ponctionner entre le deuxième et le troisième anneau cartilagineux de la trachée, en aspiration pour voir les petites bulles d'air qui remontent dans la seringue pour être sûr qu'on est bien dans la trachée. On insère un guide métallique, c'est la technique de Seldinger, comme pour une pose de cathéter central ou cathéter de dialyse ou de cathéter artériel. Donc on laisse le guide métallique en place, on enlève l'aiguille, et puis après on va inciser tranquillement la peau pour pouvoir passer des dilatateurs successifs pour pouvoir faire la place pour la canule définitive. Ensuite on insère la canule définitive qui est montée sur un dilatateur. Et puis une fois qu'elle est en place, contrôlée avec la fibroscopie, on peut extuber et ventiler le patient sur la canule de trachéotomie. Après le geste, évidemment, on fixe bien la canule en position neutre pour pas qu'il y ait de conflit. On vérifie la position de la canule au fibroscope, au capnographe, comme quand on fait une intubation. Et puis, c'est pas interdit d'ausculter le patient, il n'y a pas de problème.
On peut faire une petite toilette bronchique au sérum FI, comme on a dit tout à l'heure, avec le fibroscope, pour aspirer les sécrétions et puis les petits débris de cartilage ou caillots sanguins qui ont été mis en place pendant la pause. Et puis radiographie de thorax pour contrôler la position définitive de la canule. Et puis il y a la technique de la trachéotomie chirurgicale, donc réalisée par le chirurgien ORL, avec une ouverture de la peau, des plans sous-cutanés. On enlève l'isthme thyroïdien qui gêne l'abord de la trachée. Et puis ouverture des cartilages et mise en place de la canule. Alors, est-ce qu'il faut faire une trachéotomie chirurgicale ou une trachéotomie percutanée? Là encore, il y a beaucoup de preuves dans la littérature que c'est important de faire des trachéotomies percutanées. Il faut que ce soit la méthode standard de réalisation d'une trachéotomie chez le patient de réanimation. C'est un grade 1+, avec un accord fort, donc beaucoup de preuves dans la littérature. En fait, il n'y a pas du tout de différence en termes de mortalité et de complications majeures entre les deux techniques. Par contre, la technique percutanée, elle est plus rapide et ça fait moins d'infections locales. Donc au final, technique à privilégier pour les patients de réanimation. Il faut probablement réaliser une fibroscopie avant et pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée. Là encore, accord fort. Un peu moins de preuves dans la littérature, c'est qu'un grade 2, mais c'est important pour la sécurité du patient de faire ça à 2 opérateurs. Et puis là, c'est un petit peu moins réalisé en pratique, mais il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la réalisation d'une trachéotomie percutanée en réanimation pour pouvoir repérer le point de ponction, les anneaux cervicaux, enfin les anneaux trachéaux, pardon, avant de faire le geste. Donc en gros, ça ressemble à ça, une échographie de la trachée avec à gauche la tête du patient et le cartilage thyroïde. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais c'est le premier anneau, enfin entre le cartilage thyroïde et le premier anneau, c'est le cartilage cricoïde. On voit la sonde d'intubation qui passe en dessous, et puis on va ponctionner, alors soit entre premier et deuxième, soit entre deuxième, troisième anneau trachéo. Au niveau de la surveillance et des soins locaux, difficile d'établir des recommandations, hein, mais donc on n'a qu'un avis d'experts, mais les experts suggèrent que les services de réanimation disposent d'un protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie. En effet, c'est difficile d'établir des recommandations puisqu'il y a très peu d'études qui ont été faites qui comparent des protocoles de soins locaux. Il n'y a pas vraiment de gold standard, donc il faut que chaque service, en gros, qui ait ses procédures de soins qui ont été réalisées de façon collégiale dans le service. Ce qui est important par contre, c'est de mesurer la pression du ballonnet au minimum 2 à 3 fois par jour, ça doit être égal à 30 cm d'eau, puisque si le ballonnet n'est pas assez gonflé, on s'expose à l'inhalation de sécrétions oropharyngées, et si le ballonnet est trop gonflé, on s'expose à une ischémie de la muqueuse qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour le patient. Donc pour les soins locaux, ça c'est pareil, hein, c'est du personnel paramédical formé, vérification de la position, la fixation et la perméabilité de la sonde plusieurs fois par jour, examen de la cicatrice lors de la réalisation des soins, est-ce qu'il y a des débuts de signes d'infection locale, est-ce qu'il y a des signes d'hémorragie. Les pansements ils sont faits au sérum FI pendant les 3-4 premiers jours, c'est plutôt 3 fois par jour. Et puis aspiration trachéale si besoin. Important de savoir bien les faire sur une canule de trachéotomie. Pas oublier d'humidifier les voies aériennes supérieures, puisque du coup l'air est complètement chanté et ne passe pas par la filière ORL et arrive directement dans la trachée et les bronches, donc il faut humidifier l'air qui arrive dans les voies aériennes supérieures. Nettoyage de la chemise interne une fois par jour, et puis vérification de la pression du ballonnet, on en a déjà parlé. Les changements de canule, comment ils sont réalisés? Alors pour le premier changement de canule, quand on a une trachéotomie chirurgicale, il peut être fait dès J1. Généralement il est fait par l'équipe chirurgicale. Pour les trachéotomies percutanées, s'il n'y a pas de souci au niveau de la ventilation, pas de signe d'infection ou de choses comme ça, premier changement de canule pas avant une semaine ou 10 jours. Changer de canule, ça permet de changer un petit peu le diamètre de la canule si besoin, en cas de conflit. C'est pour changer une canule si on a une canule ou un ballonnet qui sont défectueux. Et puis changer la canule, ça a montré que ça diminue un petit peu le risque d'infection. Donc comment ça change? On réinstalle le patient un petit peu comme quand on a posé la trachéotomie, patient un petit peu avec la région cervicale en hyperextension,
tête RH6 en hyperextension. Matériel adapté évidemment à porter avec une aspiration fonctionnelle. C'est toujours un geste un petit peu à risque hein, quand on change une canule, donc médecin prévenu, matériel d'intubation disponible, et puis écarteur si jamais il y a besoin de recanuler de façon un petit peu plus musclée, on va dire. Et puis ça peut se changer sur guide, hein, pour pas perdre la filière. Alors il y a différents types de canules de trachéotomie. Il y a les canules monochambres, une canule simple. Et puis il y a les canules avec chemise interne qu'on trouve le plus souvent, où il y a une deuxième canule à l'intérieur de la première. On trouve aussi des canules à ballonnet qui permettent l'étanchéité, et puis il y a des canules sans ballonnet. Voilà. Le canule à ballonnet, ça va permettre de faire de la ventilation mécanique s'il y a besoin, si le patient est en cours de sevrage. Et puis c'est aussi pour les patients qui sont en cours de réadaptation mais qui ont encore des troubles de la déglutition, de permettre d'avoir le ballonnet gonflé, permet de protéger les voies aériennes et d'éviter l'inhalation. Alors, vous avez sûrement aussi déjà entendu parler, pour les canules de trachéotomie, on parle souvent de canules fenêtrées ou non. Donc c'est la canule et ou la chemise interne qui sont fenêtrées. Le fenêtrage, c'est comme on voit sur l'image, la photo de droite, c'est un petit trou dans la canule au-dessus du ballonnet qui va permettre de laisser fuir l'air expiré vers le haut, qui va pouvoir passer au travers des cordes vocales et qui va permettre la phonation. Les canules fenêtrées ou non fenêtrées, il faut faire très attention parce que ça peut être pourvoyeur de situations un petit peu dangereuses, notamment quand on a des canules non fenêtrées. En tout cas, ou quand il y en a une des deux qui n'est pas fenêtrée, c'est-à-dire soit une canule non fenêtrée, soit canule fenêtrée plus chemise interne non fenêtrée. Si on associe ça à un orifice bouché ou une valve phonatoire, l'air ne peut plus sortir ni par la canule de trachéotomie par l'orifice cervical, ni par le haut par l'orifice par la canule fenêtrée, puisqu'elle est bouchée. Soit elle est non fenêtrée, soit la canule interne, la chemise interne, pardon, est non fenêtrée. Et donc le patient se retrouve dans un état asphyxique où il ne peut plus respirer. Donc, bien faire attention à ces situations. Quand le sevrage respiratoire touche à sa fin, il va falloir anticiper la démarche de décanulation et donc le plus rapidement possible pour dès le retour à une vigilance satisfaisante avec une autonomie ventilatoire partielle. Et donc là, c'est toute une collaboration entre l'équipe médicale, paramédicale et puis surtout aussi nos collègues kinésithérapeutes pour le sevrage définitif et puis la décanulation du patient. Donc ça va se faire de façon progressive, avec un début de ventilation spontanée, reprise de la parole, et puis on peut aussi alterner des phases de ventilation mécanique et de ventilation spontanée, sans ventilateur. Idéalement, pour minimiser la résistance à l'écoulement de l'air de la canule, on va dégonfler le ballonnet si on ne se retrouve pas en présence de troubles de la déglutition, et puis on peut mettre une valve phonatoire ou une canule fenêtrée, voilà. Évidemment, avant de décanuler, il va falloir explorer aussi la capacité à expectorer, fait aussi là en collaboration avec nos collègues kinésithérapeutes. Et puis, voilà, c'est en gros examiner l'aptitude du patient renouvelée à pouvoir drainer efficacement son arbre bronchique. Et ça, c'est pareil, c'est souvent noté aussi évalué par les infirmiers de réanimation. Euh, Fréquence, abondance, aspect des aspirations trachéobronchiques. Donc on a validé l'autonomie respiratoire, l'autonomie pour expectorer seul, et maintenant il faut explorer les problèmes de déglutition et la reprise de l'alimentation pour qu'elle se passe dans des bonnes conditions. Donc ça c'est pareil, c'est généralement fait aussi en collaboration avec l'équipe de kinésithérapie chez les patients assis avec un drainage bronchique efficace, respiration calme, ça se fait le plus précoce possible. Et puis si échec, ne pas hésiter à lancer bilan neurologique ou bilan ORL sur paralysie de corde vocale, atteinte de nerfs récurrents, des choses comme ça. La décanulation. Évidemment, on vérifie que les conditions préalables sont nécessaires, donc sevrage de la ventilation mécanique, autonomie respiratoire, drainage efficace et autonome des voies aériennes, et puis absence de granulome ou d'obstacles sur les voies aériennes qui sont généralement réalisées par une petite fibroscopie avant de faire la décanulation. On peut mettre en place un bouchon sur la canule de trachéotomie fenêtrée pendant 48 heures, et si la bonne tolérance, on peut enlever complètement la canule de trachéotomie. On fait un petit pansement compressif et puis en fait l'orifice va se refermer
tout seul. Il faut juste éduquer les premiers jours le patient à appuyer sur son pansement compressif quand il a envie de tousser ou de parler pour ne pas appuyer et ne pas faire en sorte que l'air sorte par le trou. Mais généralement, il y a juste besoin d'un petit pansement, pas besoin de faire de points ou de choses comme ça. L'orifice se referme de lui-même. Voilà pour la trachéotomie. Donc les avantages, c'est ça facilite le sevrage respiratoire, ça améliore aussi le confort du patient et les soins réalisés par les soignants. L'indication de la trachéotomie en réanimation, donc c'est principalement le sevrage ventilatoire, pas avant le 4e jour dans cette indication-là, pas de trachéotomie précoce en réanimation, obstacle laryngé, trouble de la déglutition avec inhalation pour protection des voies aériennes. La trachéotomie, elle est percutanée pour les patients sélectionnés par une équipe évidemment entraînée qui a l'habitude de réaliser ce geste. Et puis toute cette phase de sevrage, de décannulation doit être aussi protocolisée et effectuée de façon multidisciplinaire entre l'équipe médicale, paramédicale et puis avec nos collègues kinés. Voilà, excellente continuation.